Chapitre 16. Daria Alexandrovna mit à exécution son projet et alla voir Anna. Elle craignait fort de peiner sa sœur ou d'être désagréable à son beau-frère. Elle comprenait que les Lévin avaient raison de ne pas désirer de rapprochement avec Vronsky, mais elle estimait de son devoir d'aller rendre visite à Anna et de lui montrer que ses sentiments ne pouvaient varier malgré le changement de sa situation. Pour ne pas dépendre des Lévin, Daria Alexandrovna envoya louer des chevaux au village. Mais Lévin, lorsqu'il l'apprit, vint la gronder. « Pourquoi crois-tu m'être désagréable en allant là-bas ? Si cela était, je serais d'autant plus fâché que tu empruntes d'autres chevaux que les miens, » lui dit-il. « Tu ne m'as jamais dit que tu étais tout à fait décidé à y aller. Si tu loues des chevaux au village, premièrement, cela me fera de la peine, et, deuxièmement, jamais ils ne te mèneront jusque-là. J'ai des chevaux. Si tu ne veux pas me blesser, prends les miens. » Daria Alexandrovna dut accepter et, au jour fixé, Lévin lui fit préparer un attelage à 4 et un relais sans élégance de chevaux de somme et de selle, mais qui étaient incapables de mener Daria Alexandrovna à bon port en une journée. En ce moment, où on avait besoin de chevaux et pour la princesse qui s'en allait et pour la sage-femme, cela mettait Lévin dans l'embarras, mais l'hospitalité lui interdisait de laisser Daria Alexandrovna louer des chevaux en dehors de sa maison, et, en outre, il savait que les 20 roubles qu'on avait demandés à Dolly pour ce voyage lui étaient bien nécessaires. Car les Lévin prenaient à cœur, autant que les leurs propres, les ennuis d'argent de Daria Alexandrovna, qui se trouvait dans une situation très précaire. Daria Alexandrovna, sur le conseil de Lévin, partit avant l'aube. La route était bonne, la calèche confortable. Les chevaux trottaient gaiement sur le siège, et sur le siège, outre le cocher, avait pris place le teneur de livres que Lévin, pour plus de sécurité, avait envoyé avec sa belle-sœur en guise de valet de pied. Daria Alexandrovna s'assoupit et ne se réveilla que lorsqu'ils approchaient de l'auberge où on devait changer les chevaux. Après avoir pris son thé chez ce même moujik aisé, chez qui s'était arrêté Lévin en se rendant auprès de Sviazhsky, après avoir parlé enfant avec les femmes et entendu le vieux lui faire grand éloge du comte Vronsky, Daria Alexandrovna se remit en route à 10 heures. À la maison, trop absorbée par ses enfants, elle n'avait jamais le temps de réfléchir. Par contre, au cours de ce voyage de 4 heures, toutes ses pensées refoulées affluèrent dans son esprit, et elle médita sur sa vie comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, l'envisageant sous toutes ses faces. Ses pensées l'étonnaient elle-même. Tout d'abord, elle songea à ses enfants, au sujet desquels elle s'inquiétait, quoique la princesse, et surtout Kitty, sur qui elle fondait plus d'espoir, eussent promis de les surveiller. Pourvu que Matcha ne recommence pas à faire des sottises, que Gritcha n'attrape pas un coup de pied de cheval, et que Lily n'ait pas d'indigestion. Mais ensuite, les problèmes du présent cédèrent la place à ceux du proche avenir. Elle se dit qu'il lui faudrait l'hiver prochain prendre un autre appartement, changer les meubles du salon et faire une fourrure à sa fille aînée. Ensuite, se présentèrent à elle les problèmes d'un avenir plus lointain. Comment ferait-elle faire leur chemin à ses enfants ? Les filles encore, c'est facile, songeait-elle. Mais les garçons ? Je m'occupe en ce moment de Gritcha. C'est très bien, mais c'est uniquement parce que j'ai des loisirs en ce moment, que je ne suis pas enceinte. Inutile de compter sur Stiva, bien entendu. Avec de braves serviteurs, je les tirerai d'affaire. Et si je suis de nouveau enceinte ?
et elle songea combien il avait été injuste de dire qu'une malédiction pesait sur la femme, enfantée dans la douleur. Accoucher, ce n'est rien, mais porter, voilà le plus terrible, pensait-elle, en se rappelant sa dernière grossesse et la mort de ce dernier enfant. Et elle se souvint de sa conversation avec une des jeunes femmes à l'auberge. Lorsqu'elle lui avait demandé si elle avait des enfants, cette belle paysanne lui avait répondu : « J'avais une petite fille, mais Dieu m'en a délivré. Nous l'avons enterrée pendant le carême. » « L'as-tu beaucoup regretté ? » lui avait demandé Daria Alexandrovna. « Ma foi, non. Le vieux a déjà assez de petits-enfants comme cela. Ça ne donne que du souci. On n'a plus le temps de travailler ni de rien faire. C'est un fil à la patte, et c'est tout. » Cette réponse avait paru odieuse à Daria Alexandrovna, malgré le charme débonnaire de la jeune femme. Mais maintenant, ces paroles lui revenaient involontairement en mémoire. Ces propos cyniques renfermaient une part de vérité. En somme, songeait Daria Alexandrovna, en passant en revue ses 15 années de mariage. Grossesse, nausées, abrutissement, indifférence à tout, et surtout enlaidissement. Kitty elle-même, jeune et charmante comme elle est déjà très abîmée. Quant à moi, quand je suis enceinte, je deviens monstrueuse, je le sais. Les couches, la souffrance, le martyre de cette dernière minute, puis l'allaitement, les nuits d'insomnie, ces douleurs atroces. Daria Alexandrovna frémit au seul souvenir des crevasses au sein dont elle souffrait presque à chaque enfant. Ensuite, ce sont les maladies des enfants, une anxiété perpétuelle, puis l'éducation, les mauvais penchants. Elle se souvint du crime de la petite Matcha dans les framboisiers. Les études, le latin, tout cela est si incompréhensible et si difficile. Et, le pire, la mort de ses enfants. Et de nouveau, dans son imagination se présenta le souvenir cruel qui pesait sans trêve sur son cœur de mère. La mort de son dernier nourrisson, enlevé par le crou. Son enterrement, l'indifférence générale autour du petit cercueil rose et sa douleur solitaire devant ce petit front blanc aux tempes bouclées, et cette petite bouche entr'ouverte, étonnée, aperçue une dernière fois au moment où était retombé le couvercle rose orné d'une croix en passementerie. Et pourquoi tout cela ? Quel en est l'aboutissement ? Je n'ai pas une minute de repos, tantôt enceinte, tantôt nourrice, toujours acariâtre, exténuée, odieuse à mon entourage et à mon mari. Et tout cela pour donner le jour à des enfants malheureux, mal élevés et pauvres. Je ne sais pas ce que nous aurions fait si nous n'avions pas passé l'été chez les Lévin. Bien sûr, Kitty et Kostia sont si délicats que nous n'en sommes pas gênés. Mais cela ne peut pas durer. Quand ils auront des enfants, ils ne pourront plus nous aider. Ils ne sont déjà pas trop au large. Papa, qui n'a presque rien gardé pour lui, ne pourra pas non plus me venir en aide. Je ne peux donc pas élever mes enfants seul. Il me faut avoir recours à autrui. C'est humiliant. Admettons que tout aille bien, que je ne perde plus mes enfants et que je pourvoie tant bien que mal à leur éducation. Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est qu'ils ne tournent pas mal. C'est tout ce que je peux désirer. Que de souffrance, que de peine pour en arriver là. Ma vie est perdue. Elle se rappela encore ce que lui avait dit la jeune femme, et à nouveau ce souvenir la révolta. Mais elle reconnaissait qu'il y avait dans ces paroles une part de rude vérité. « Sommes-nous encore loin, Michel ?» demanda Daria Alexandrovna au teneur de livres pour se détourner de pensées qui lui faisaient peur. « Il paraît qu'il y a encore 7 verstes après le village là-bas. » La calèche, après avoir traversé le village,
s'engagea sur un petit pont. Un groupe de femmes qui causaient gaiement, leurs liens de paille sur le dos, passaient à ce moment sur le pont. Ils s'arrêtèrent pour regarder passer la voiture avec des yeux curieux. Tous ces visages tournés vers elle parurent à Daria Alexandrovna sains, animés. Ils l'irritèrent par la vie et la joie qu'ils respiraient. Tous vivent et jouissent de l'existence, continuait à penser Daria Alexandrovna lorsqu'ils eurent dépassé les paysannes, grimpé une côte, et qu'elle fut de nouveau agréablement bercée par le trot des chevaux sur les ressorts souples de la vieille calèche. Et moi je viens de m'échapper, comme d'une prison, de ce monde qui me tue. Ce n'est que maintenant que j'ai pu me ressaisir pour un court instant. Toutes, et ces femmes, et ma sœur Nathalie, et Varenka, et Anna, chez qui je vais, savent ce qu'est de vivre. Toutes, sauf moi. Il tombe sur Anna. Pourquoi? Suis-je meilleur qu'elle? Moi, du moins, j'ai un mari que j'aime. Pas comme je voudrais, mais je l'aime. Tandis qu'Anna n'aimait pas le sien. En quoi donc est-elle coupable? Elle désire vivre. C'est Dieu qui a mis ce besoin dans notre âme. Peut-être que j'aurais agi comme elle. Et je me demande encore si j'ai bien fait de l'écouter à cette époque horrible où elle est venue me voir à Moscou. J'aurais dû quitter alors mon mari et recommencer depuis le commencement. J'aurais pu aimer et être aimé vraiment. Est-ce mieux maintenant? Je ne l'estime pas. J'ai besoin de lui, se disait-elle en songeant à son mari. Et je le supporte. Est-ce mieux? J'aurais pu encore plaire à ce moment-là. J'avais encore ma beauté, continuait à penser Daria Alexandrovna, et elle eut envie de se regarder dans une glace. Elle avait un petit miroir de voyage dans son sac, et elle fut tentée de le sortir. Mais après avoir regardé le dos du cocher et le teneur de livres secoué sur le siège, elle sentit qu'elle aurait honte si l'un d'entre eux se retournait. Aussi, elle s'abstint. Mais même sans se regarder dans son miroir, elle pensait qu'il n'était pas encore trop tard. Et elle se rappela Serge Ivanovitch, qui avait été tout particulièrement aimable avec elle, l'ami de Stiva, le brave Tourovskin, qui l'avait aidé à soigner ses enfants lorsqu'ils avaient eu la scarlatine, et qui était amoureux d'elle. Il y avait encore un tout jeune homme qui, ainsi que lui avait rapporté son mari en plaisantant, trouvait qu'elle était la plus belle des trois sœurs. Et les romans les plus passionnés et les plus impossibles s'échafaudaient dans son esprit. Anna a bien fait, et ce n'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Elle est heureuse. Elle fait le bonheur d'un autre homme, elle n'est pas abrutie comme moi, et elle est sans doute aussi fraîche, aussi spirituelle, aussi ouverte que jamais. Songeait Daria Alexandrovna, et un sourire malin effleura ses lèvres, tandis que parallèlement à celui d'Anna, elle bâtissait un roman presque identique, avec un homme imaginaire construit de toutes pièces, et qui serait amoureux d'elle. Comme Anna, elle avouait tout à son mari. Et l'étonnement et la confusion de Stepan Arkadievitch à cette nouvelle la faisaient sourire. Tout à ses rêveries, elle arriva au carrefour de la grande route et du chemin qui menait à Vozdvijenskoye. Chapitre 17.
Le cocher arrêta ses chevaux et jeta un coup d'œil à droite, vers un champ de seigle où des moujiks étaient assis à côté d'une télègue. Le teneur de livres voulut sauter de son siège, mais il se ravisa et cria un ordre impératif à un moujik, en lui faisant signe d'approcher. La brise qui s'était fait sentir pendant la marche était tombée maintenant qu'ils étaient arrêtés. Des tans vinrent se coller en ombre sur les chevaux couverts de sueur qui essayaient de s'en débarrasser. Le son métallique d'une faux que l'on frappait à côté de la télègue cessa brusquement. Un des moujiks se leva et s'approcha de la calèche. « Alors, tu prends racine ?» cria d'un ton bourru le teneur de livres au paysan qui avançait lentement, pieds nus, sur le chemin raboteux et sec. « Tu arrives, oui ou non ?» L'homme, un vieux aux cheveux frisés, retenu par un lien d'écorce, son dos voûté noir de sueur, pressa le pas, rejoignit la voiture et s'agrippa de sa main hâlée au garde-crotte. « Vostvijenskoye, la maison des maîtres, chez le comte ?» répéta-t-il. « Tu n'as qu'à grimper la côte qui est là. Puis tu prends à gauche. Tu tombes juste dans l'allée et tu y es. Qui voulez-vous voir? Le comte lui-même? Sont-ils chez eux, mon ami? Dit Daria Alexandrovna sans préciser, car elle ne savait pas comment s'enquérir d'Anna auprès de ce moujik. Je pense que oui, fit l'homme, en se dandinant d'un pied sur l'autre et en laissant dans la poussière l'empreinte distincte de la plante de ses pieds avec les 5 doigts. Je pense que oui, répéta-t-il, visiblement désireux d'en dire plus long. Hier encore, ils ont eu des invités. Ils en reçoivent du monde. Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-il, en se retournant vers un jeune garçon assis près de la télègue qui lui criait quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure. Ils ont passé ici à cheval pour aller voir la moissonneuse. Maintenant, ils doivent être rentrés. Et vous, d'où venez-vous? De loin, dit le cocher, en remontant sur son siège. Alors, il n'y en a pas pour longtemps. Puisque je te dis que tu y es. Dès que tu auras dépassé la côte, dit-il en tapotant des doigts le garde-crotte. Un jeune paysan robuste et trapu s'approcha à son tour. Est-ce qu'il y aurait du travail pour la rentrée de la moisson? Demanda-t-il. Je ne sais pas, mon gars. Ainsi, tu as compris. Tu prends à gauche et tu tombes dessus, dit le moujik, qui laissait partir visiblement à contre-cœur les voyageurs avec qui il aurait fait volontiers un brin de causette. Le cocher toucha ses chevaux, mais ils avaient à peine pris le tournant que le paysan les héla. « Arrête! Hé, l'ami, arrête !» criaient 2 voix. Le cocher obéit. « Et voilà, là-bas !» cria le moujik. Ils sont tout un tas, poursuivit-il, en désignant 4 cavaliers et un char à banc qui approchaient sur la route. C'étaient Vronsky et un jockey, Anna et Veslovsky à cheval et la princesse Barbara et Sviaski dans un char à banc. Ils étaient allés regarder fonctionner les moissonneuses nouvellement introduites dans le domaine. Lorsque la calèche s'arrêta, les chevaux mirent leur monture au pas. Anna venait la première avec Veslovsky. Elle avançait tranquillement sur un petit cob anglais à queue courte et crinière tondue. Sa jolie tête coiffée d'un chapeau haut de forme d'où s'échappaient ses cheveux noirs, ses épaules rondes, sa taille serrée dans l'amazone noire et son maintien calme et gracieux frappèrent d'Oli. Au premier instant, il lui parut inconvenant qu'Anna montât à cheval. À l'équitation se rattachait pour une femme dans l'esprit de Daria Alexandrovna l'idée d'une coquetterie légère qui, selon elle, ne convenait pas à la position d'Anna.
mais lorsqu'elle l'eut vu de près, ses préventions contre l'équitation disparurent. Malgré son élégance, tout était si simple, si calme et si digne, et dans la pose, et dans les vêtements, et dans les gestes d'Anna, que rien ne semblait plus naturel. À côté d'Anna, sur un cheval de cavalerie gris plein de fougue, ses grosses jambes tendues en avant, apparemment très fier de lui, venait Vassia Veslovsky, avec son béret écossais au ruban flottant. Et Daria Alexandrovna ne put retenir un sourire malicieux en le reconnaissant. Vronsky les suivait. Il montait un pur sang bébrun, qui s'était sans doute excité en galopant. Il le retenait en travaillant de la bride. Derrière lui, venait un petit homme en costume de jockey. Sviazhsky et la princesse suivaient les cavaliers dans un char-à-banc neuf traîné par un solide trotteur noir. Le visage d'Anna s'illumina soudain d'un sourire radieux lorsqu'elle reconnut Dolly dans la petite silhouette blottie dans un coin de la vieille calèche. Elle poussa un cri, tressaillit et mit son cheval au galop. Arrivée à la hauteur de la calèche, elle sauta de cheval sans l'aide de personne et, relevant son amazone, courut au-devant de Dolly. C'est bien ce qu'il me semblait, mais je n'osais pas y croire. Quelle joie! Tu ne peux imaginer le plaisir que tu me fais, dit-elle, tantôt en pressant son visage contre celui de Dolly et en l'embrassant, tantôt en l'écartant d'elle et en la contemplant, le sourire aux lèvres. Regarde, Alexis, quel bonheur, dit-elle, en se retournant vers Vronsky qui était descendu de cheval et les rejoignait. Vronsky, après avoir ôté son chapeau haut de forme gris, s'approcha de Dolly. Vous ne sauriez croire combien votre visite nous fait plaisir, dit-il, en appuyant sur chacun des mots qu'il prononçait et en découvrant dans un sourire des dents saines et blanches. Vassia Veslovsky, sans mettre pied à terre, ôta son bonnet et salua la nouvelle venue en agitant joyeusement sa coiffure au-dessus de sa tête. « C'est la princesse Barbara, » dit Anna, en réponse à un regard interrogateur de Dolly lorsque le char-à-banc fut à proximité. « Ah !» dit Dolly, et son visage exprima malgré elle du déplaisir. La princesse Barbara était une tante de son mari. Elle la connaissait depuis longtemps et n'avait pas d'estime pour elle. Elle savait que la princesse Barbara avait passé toute sa vie au crochet de parents riches. Le fait qu'elle vécût maintenant chez Vronsky, qui ne lui était rien, la blessa pour la famille de son mari. Anna remarqua l'expression de Dolly. Elle se troubla, rougit, laissa retomber son amazone et se prit les pieds dedans. Daria Alexandrovna vint au char-à-banc et salua la princesse avec froideur. Elle connaissait aussi Sviazhsky. Celui-ci demanda comment allait son original ami et sa jeune femme et, après un rapide coup d'œil à l'attelage mal assorti et au garde-crotte rapiécé de la vieille calèche, offrit aux dames de monter dans le char-à-banc. « Moi, j'irai dans ce véhicule, » dit-il. « Le cheval est tranquille et la princesse conduit très bien. »« Non, restez comme vous étiez, » dit Anna, qui s'était jointe à eux. « Nous irons dans la calèche. » Et, prenant le bras de Dolly, elle l'emmena. Daria Alexandrovna était éblouie par l'équipage élégant, les beaux cheveux et les gens brillants qui l'entouraient. Mais elle était surtout frappée de la transformation qui s'était opérée en sa chère Anna qu'elle connaissait si bien. Une autre femme, moins attentive, qui n'aurait pas connu Anna avant et qui surtout n'aurait pas remué les pensées qui avaient animé Daria Alexandrovna pendant son voyage, n'aurait rien remarqué de particulier chez Anna. Mais maintenant, Dolly était frappée de cette beauté fugitive qui ne se voit chez les femmes que dans les instants de l'amour et qu'elle trouvait en ce moment sur le visage d'Anna.
tout dans son visage, la netteté des fossettes des joues et du menton, le pli des lèvres, le sourire qui semblait voltiger autour de ses traits, l'éclat des yeux, la grâce et la vivacité de ses gestes, la plénitude des sons de sa voix, et jusqu'au ton brusque et cordial avec lequel elle avait répondu à Veslovski qui lui demandait la permission de monter son cob pour lui apprendre à galoper du pied droit. Tout cela était d'une séduction extrême, et elle semblait en être consciente et en éprouver du plaisir. Lorsqu'elles furent montées dans la calèche, les deux femmes se sentirent brusquement gênées. Anna était mal à l'aise sous le regard attentif et interrogateur que Dolly fixait sur elle. Dolly, de son côté, depuis la remarque de Sviazhsky, était honteuse de la vieille calèche poussiéreuse où Anna avait pris place avec elle. Le cocher Philippe et le teneur de livres éprouvaient le même sentiment. Le dernier, pour cacher son trouble, s'empressait auprès des dames, mais le cocher Philippe avait un air rébarbatif et se promenait bien d'avance de ne pas s'en laisser imposer par tout ce clinquant. Il eut un sourire ironique pour le trotteur, Moreau, et décida dans son fort intérieur que pareil cheval attelé à un char-à-banc était tout juste bon pour le promenage, mais qu'il ne fournirait jamais 40 verstes d'une traite en pleine chaleur. Les moujiks qui entouraient la télègue s'étaient tous levés et contemplaient la rencontre avec curiosité en faisant leurs observations. « Ils sont contents. Il y a longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, » dit le vieux, aux cheveux bouclés retenus par un lien d'écorce. « Dis donc, oncle Gerasim, les talons noirs feraient bien affaire pour rentrer les gerbes. Ça ne serait pas long. Oh, regarde celle-là en culotte. C'est une femme, disait l'un d'eux en montrant Vassia Veslovski qui s'installait sur la selle de dame. Mais non, c'est un homme. Tu as vu comme il a fait ça lestement. Alors les gars, on ne fait pas la sieste? Il est bien temps, dit le vieux, et il glissa un regard en coin vers le soleil. Voilà midi passé. Prenez vos faux et au travail. Chapitre 18. Anna regardait le visage maigre et fatigué de Dolly, dont la poussière soulignait les rides, et voulut lui dire ce qu'elle pensait, à savoir qu'elle avait maigri. Mais se rappelant qu'elle-même avait embelli et que le regard de Dolly le lui disait, elle poussa un soupir et mit la conversation sur elle. « Tu me regardes, dit-elle, et tu te demandes si je puis être heureuse dans ma situation. Eh bien, j'ai honte de l'avouer, mais je suis impardonnablement heureuse. Ce qui m'est arrivé tient de l'enchantement. C'est comme lorsque l'on se réveille d'un cauchemar affreux et qu'on sent que toutes les terreurs sont passées. Je me suis réveillée. J'ai survécu à cette époque atroce et maintenant, surtout depuis que nous sommes ici, je suis tellement heureuse, dit-elle en regardant Dolly avec un sourire timide et interrogateur. J'en suis ravie.
dit Dolly, avec un sourire et d'un ton plus froid qu'elle ne l'eût désiré. J'en suis très heureuse pour toi. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Pourquoi? Parce que je n'ai pas osé. Tu oublies ma position. Tu n'as pas osé m'écrire, à moi. Si tu savais comme j'estime que Daria Alexandrovna voulait lui faire part de ses pensées de la matinée, mais cela lui parut déplacé. D'ailleurs, nous parlerons de cela plus tard. Quelles sont toutes ces constructions? Demanda-t-elle, désireuse de changer de conversation et montrant des toits verts et rouges qu'on entrevoyait derrière les haies vives d'acacia et de lilas. On dirait une petite ville. Mais Anna ne lui répondit pas. Non, non. Qu'est-ce que tu penses de ma position? Lui demanda-t-elle. Je présume, commença Daria Alexandrovna, mais à ce moment, Vassia Veslovski, qui avait amené le cob à galoper du pied droit, passa à toute bride à côté d'elle en retombant en cadence sur le cuir chamoisé de la selle de dame. Ça va, Anna Arkadievna? Criait-il. Anna ne lui accorda même pas un regard, mais Daria Alexandrovna eut à nouveau l'impression qu'il était malaisé de commencer cette longue conversation dans la calèche. Aussi abrégea-t-elle en pensée. Je ne présume rien, reprit-elle. J'ai toujours eu de l'affection pour toi. Et quand on aime un homme, on l'aime tout entier, tel qu'il est, et non tel qu'on désire qu'il soit. Anna détourna son regard du visage de son amie et, en clignant des yeux, nouvelle habitude que Dolly ne lui connaissait pas, se mit à réfléchir, désireuse de comprendre parfaitement le sens de ses paroles. Puis, les ayant apparemment comprises comme elle le désirait, elle regarda Dolly. Si tu as des péchés sur la conscience, lui dit-elle, ils te seront pardonnés à cause de ta visite et de ses paroles. Et Dolly vit que des larmes lui venaient aux yeux. Elle serra la main d'Anna sans mot dire. Alors, quelles sont ces constructions? Comme il y en a beaucoup, répéta-t-elle, après une minute de silence. Ce sont les maisons des domestiques, les haras, les écuries, répondit Anna. Le parc commence ici. Tout cela était abandonné, mais Alexis a tout remis en état. Il aime beaucoup ce domaine et, à ma grande surprise, il s'est pris de passion pour le faire valoir. C'est une nature si riche. Quoi qu'il entreprenne, il y excelle. Non seulement il ne s'ennuie jamais, mais il se passionne pour ce qu'il fait. Il est devenu économe, excellent propriétaire, avare même. Mais seulement dans son exploitation, car il dépense sans compter des dizaines de milliers de roubles, dit-elle avec ce sourire radieux qu'ont souvent les femmes en parlant des traits de caractère cachés de l'homme qu'elles aiment. Tu vois, cette grande bâtisse, c'est un nouvel hôpital. Je crois que cela coûterait plus de 100 000 roubles. C'est son dada du moment. Et sais-tu d'où cela lui est venu? Des moujiks lui avaient demandé de leur céder un prêt à meilleur compte. Il le leur avait refusé, et je lui avais reproché d'être avare. Bien entendu, ce n'est pas à cause de cela. C'est tout un ensemble. Il a commencé cet hôpital pour montrer qu'il pouvait être généreux. Tu comprends? C'est une petitesse, si tu veux. Mais je ne l'en aime que plus. Maintenant, tu vas voir la maison. Elle date de son grand-père, et il n'y a rien changé extérieurement. Comme elle est belle, dit Dolly en contemplant avec admiration une maison à colonnade qui se détachait sur la verdure d'arbres séculaires. N'est-ce pas?
et du premier étage la vue est magnifique. Elles entrèrent dans une cour couverte de gravier et ornée d'un parterre que deux jardiniers entourés d'une bordure de pierres poreuses et s'arrêtèrent devant un perron couvert. Ah, ils sont déjà arrivés, dit Anna, en voyant emmener les chevaux de selle à l'écurie. Quelle jolie bête, n'est-ce pas? C'est un cob. C'est mon préféré. Amenez-le-moi et donnez-moi du sucre. Où est le comte? Demanda-t-elle aux deux valets en livrée qui accouraient à leur rencontre. Ah, le voilà là-bas, dit-elle en apercevant Vronsky et Veslovsky qui venaient au-devant d'elle. Où installerez-vous la princesse? Dit Vronsky en français à Anna, et, sans attendre la réponse, il salua de nouveau Daria Alexandrovna et, cette fois, lui baisa la main. Dans la grande chambre à balcon, peut-être. Oh non, c'est trop loin. Dans la pièce d'angle plutôt. Nous pourrons nous voir davantage. Allons-y, dit Anna, qui donnait à son cheval favori le sucre que le valet lui avait apporté. Et vous oubliez votre devoir, dit-elle à Veslovsky, qui s'avançait sur le perron. Pardon, j'en ai tout plein les poches, répondit-il, en souriant et en glissant deux doigts dans la poche de son gilet. Mais vous venez trop tard, reprit-elle, en essuyant de son mouchoir la main que le cheval avait mouillée en prenant le sucre. Anna se tourna vers Dolly. Resteras-tu longtemps? Un seul jour? C'est impossible. Je l'ai promis, et les enfants, dit Dolly, confuse de sortir un sac de voyage modeste de la calèche et de sentir que son visage devait être couvert de poussière. Non, Dolly, ma chère. Mais nous verrons. Allons, allons. Et Anna conduisit Dolly dans sa chambre. Cette chambre n'était pas aussi somptueuse que celle qu'avaient offerte Vronsky et Anna s'en excusa. Mais elle était déjà plus luxueuse que toutes celles que Dolly avait jamais habitées, et elle lui rappela les plus beaux hôtels de l'étranger. Ah, ma chérie, comme je suis heureuse, dit Anna, qui s'assit pour un instant à côté de Dolly dans son Amazone. Parle-moi des tiens. J'ai vu Stiva en courant, mais il ne sait pas parler des enfants. Que devient Tania, ma préférée? Ce doit être une grande fille maintenant. Oui, elle est très grande, répondit laconiquement Daria Alexandrovna, étonnée de parler si froidement de ses enfants. Nous sommes très bien chez les Lévin, ajouta-t-elle. Si j'avais su que tu ne me mépriserais pas, dit Anna. Vous seriez tous venus chez nous, Stiva et un vieil ami d'Alexis, ajouta-t-elle, et soudain, elle rougit. Oui, mais nous sommes si bien là-bas, répondit Dolly, confuse. C'est vrai, la joie me fait dire des sottises. Comme je suis heureuse de te voir, mon ami, dit Anna en embrassant encore sa belle-sœur. Tu ne m'as pas encore dit ce que tu penses de moi, et je veux tout savoir. Mais je suis contente que tu me vois comme je suis. Je voudrais surtout qu'on ne croie pas que je veux démontrer quelque chose. Je ne veux rien démontrer du tout. Je veux simplement vivre, sans faire de mal à personne, qu'à moi-même. J'en ai bien le droit, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est une longue histoire, et nous parlerons encore de tout cela à loisir. Je vais me changer. Je t'envoie la femme de chambre. Chapitre 19.
Une fois seule, Daria Alexandrovna examina sa chambre en maîtresse de maison. Tout ce qu'elle avait vu en approchant de cette demeure et en la traversant portait la marque de l'abondance, de l'élégance et de tout ce nouveau luxe européen qu'elle ne connaissait que par les romans anglais. Elle n'avait jamais rien vu de pareil en Russie, à la campagne. Tout était neuf, depuis les papiers peints français jusqu'au tapis qui recouvrait tout le plancher. Le lit était à ressort avec un petit matelas, un traversin bizarre et des petits coussins recouverts de thé en soie écrue. La table de toilette en marbre, la chaise longue, les guéridons, la pendule de bronze sur la cheminée, les rideaux, les portières, tout cela était neuf et coûteux. La femme de chambre soignée, qui vint offrir ses services avec une coiffure et une robe beaucoup plus à la mode que celle de Dolly, était aussi neuve et aussi coûteuse que le reste de la pièce. Daria Alexandrovna était charmée par sa politesse et sa complaisance, mais elle se sentait mal à l'aise en sa compagnie. Elle avait honte devant elle de la camisole de nuit toute reprisée qu'elle avait emportée par erreur. Elle rougissait de ses pièces et de ses reprises dont elle était si fière chez elle. À la maison, il était clair que 6 camisoles demandaient 24 aunes de Nansouck à 65 kopecks, ce qui faisait plus de 15 roubles outre la façon et la garniture, et que c'était d'autant économisé. Mais devant cette femme de chambre, elle se sentait sinon humiliée, du moins embarrassée. Daria Alexandrovna éprouva un grand soulagement quand Anouchka, qu'elle connaissait depuis longtemps, entra dans la pièce. La femme de chambre pimpante fut appelée par sa maîtresse et Anna resta avec Daria Alexandrovna. Anouchka était visiblement enchantée de l'arrivée de Dolly et bavardait intarissablement. Dolly remarqua qu'elle désirait exprimer son opinion sur la situation de sa maîtresse et en particulier sur l'amour et le dévouement que le comte témoignait à Anna Arkadievna. Mais Dolly l'arrêtait prudemment dès qu'elle abordait ce sujet. « J'ai été élevée avec Anna Arkadievna. Elle m'est plus chère que tout. Ce n'est pas à nous de juger, n'est-ce pas? Et elle a l'air de tant l'aimer. Alors tu me feras laver cela, je te prie, si c'est possible, l'interrompit Daria Alexandrovna. Bien, madame. Nous avons 2 lingères et le linge est lavé à la machine. Le comte surveille lui-même tout. Un mari comme ça. Dolly fut contente lorsqu'Anna entra et mit ainsi fin au bavardage d'Anouchka. Anna avait revêtu une robe de batiste très simple. Dolly examina cette toilette avec attention. Elle savait ce que signifiait et ce que coûtait cette simplicité. « C'est une vieille connaissance, » dit Anna en désignant Anouchka. Anna ne témoignait plus la moindre gêne. Elle semblait tout à fait naturelle et tranquille. Dolly voyait qu'elle s'était tout à fait ressaisie après l'émotion que lui avait produite son arrivée et qu'elle avait adopté ce ton superficiel et indifférent qui fermait en quelque sorte la porte du compartiment où se trouvaient ses sentiments et ses pensées intimes. « Comment va ta petite fille, Anna ?» demanda Dolly. « Annie ? Elle va bien. Elle a beaucoup embelli. Veux-tu la voir ? Viens, je vais te la montrer. Nous avons eu bien des ennuis avec les bonnes. Nous avions eu une nourrice italienne, une brave femme, mais tellement bête. Nous voulions la renvoyer, mais la petite s'y était si bien habituée que nous l'avons gardée. Comment vous êtes-vous arrangés ? Commença Dolly, qui voulait demander quel nom porterait l'enfant. Mais, remarquant que le visage d'Anna se rembrunissait aussitôt, elle changea sa question. « Vous l'avez déjà sevré ?» Mais Anna avait compris. « Ce n'est pas cela que tu voulais demander.
Tu faisais allusion à son nom, n'est-ce pas? Cela tourmente Alexis. Elle n'a pas de nom. Je veux dire qu'elle s'appelle Karénine, reprit-elle, en plissant les yeux de telle façon qu'on ne voyait plus que ses cils réunis. D'ailleurs, soudain son visage s'éclaira. Nous reparlerons de tout cela. Viens, je vais te la montrer. Elle est très gentille. Elle marche déjà à 4 pattes. Dans la chambre d'enfant, le luxe qui avait impressionné Dolly dans toute la maison la frappa plus encore. Là, il y avait des petites voitures, commandées en Angleterre, des appareils pour apprendre à marcher, un divan construit exprès en forme de billard où l'enfant pouvait se déplacer à 4 pattes, des balançoires et une baignoire neuve d'une forme étrange. Tout cela était anglais, solide, d'excellente qualité et visiblement fort coûteux. La chambre était spacieuse, très haute et très claire. Lorsqu'elles entrèrent, l'enfant était assise en chemise dans un petit fauteuil devant sa table et mangeait un bouillon dont toute sa petite poitrine était inondée. Une fille de service russe affectée à la nurserie la faisait manger et prenait ses repas avec elle. Ni la nourrice ni la bonne n'étaient là. Elles se trouvaient dans la pièce voisine et on les entendait s'entretenir en français, dans une langue saugrenue, la seule où elles pussent se comprendre. En entendant la voix d'Anna, une Anglaise de haute taille, élégante, au visage déplaisant et à la physionomie mauvaise, entra précipitamment en secouant ses boucles et commença aussitôt à s'excuser, bien qu'Anna ne lui fit aucun reproche. À chaque mot d'Anna, l'Anglaise répondait hâtivement à plusieurs reprises. « Yes, my lady ». La petite fille, avec son teint vif, ses sourcils et ses cheveux noirs, son petit corps robuste et rouge, et sa peau de poulet, enchanta Daria Alexandrovna, malgré l'air sévère dont elle dévisageait la nouvelle arrivante. Dolly lui envia même sa belle mine. La façon de ramper de la petite lui plut beaucoup. Aucun de ses enfants n'avait si bien marché à 4 pattes. La petite était extrêmement gracieuse, posée sur le tapis, sa petite robe retroussée. Semblable à un petit animal, elle regardait les grandes personnes de ses yeux noirs, brillants, visiblement satisfaite d'être admirée. Toute souriante, les jambes écartées, elle s'appuyait avec énergie sur les mains, avançait rapidement son arrière-train, puis lançait de nouveau ses mains en avant. Mais l'atmosphère de la nurserie et surtout l'anglaise déplurent fort à Daria Alexandrovna. Elle se dit qu'Anna, avec sa connaissance des êtres, ne gardait auprès de sa petite fille une femme aussi antipathique et aussi peu respectable que parce qu'une personne convenable aurait refusé d'entrer dans une famille irrégulière comme celle d'Anna. De plus, Dolly comprit en quelques mots qu'Anna, la nourrice, la bonne et l'enfant étaient étrangères les unes aux autres, et que cette visite d'Anna était un événement insolite. Anna ne put trouver un jouet qu'elle cherchait pour l'enfant. Enfin, lorsqu'elle lui demanda combien sa fille avait de dents, Anna se trompa. Dolly en fut stupéfaite. Elle ignorait que l'enfant avait 2 nouvelles dents. Parfois, cela me fait de la peine. Je sens que je suis de trop ici, dit Anna en sortant de la nurserie et en relevant sa traîne pour ne pas accrocher les jouets qui traînaient devant la porte. C'était bien différent avec l'aîné. J'aurais cru, au contraire, dit timidement Daria Alexandrovna. Oh non, tu sais que j'ai revu Seriodja, reprit Anna en clignant des yeux comme si elle fixait un point dans le lointain. D'ailleurs, nous en reparlerons. Tu ne peux t'imaginer.
Je suis comme une femme mourant de faim, à qui on sert un festin et qui ne sait par où commencer. Le festin, c'est toi et ces conversations que je vais avoir avec toi, alors que je n'ose parler à personne. Je ne sais par laquelle commencer, mais je ne vous ferai grâce de rien. Il faut que je te dise tout ce que j'ai sur le cœur. Oui, il faut que je te donne un aperçu de la société que tu vas trouver chez nous, dit-elle. Je commence par les dames. La princesse Barbara. Tu la connais, et je sais ce que vous pensez d'elle, toi et Stiva. Stiva dit que l'unique but de sa vie est de démontrer sa supériorité sur notre tante Catherine Pavlovna. C'est tout à fait vrai. Mais elle est bonne et je lui suis si reconnaissante. À Pétersbourg, il y a eu un instant où j'ai eu absolument besoin de chaperon. Et elle s'y est prêtée. Je t'assure qu'elle a un bon cœur. Elle a beaucoup allégé ma position. Je vois que tu ne comprends pas combien ma situation a été pénible. Là-bas, à Pétersbourg, ajouta-t-elle. Alors qu'ici, je suis parfaitement tranquille et heureuse. Mais nous y reviendrons. Je continue mon énumération. Il y a Zviachki, c'est le maréchal de la noblesse du district, un homme très comme il faut, qui a un service à demander à Alexis. Tu penses qu'avec sa fortune maintenant que nous sommes installés à la campagne, Alexis peut avoir une grande influence. Ensuite, Touchkevitch. Tu l'as vu, c'était le chevalier servant de Betsy. Maintenant qu'on lui a donné congé, il est venu chez nous. Comme dit Alexis, c'est un de ces hommes qui sont fort agréables si on les prend pour ce qu'ils veulent paraître. Et puis, il est comme il faut, dit la princesse. Barbara Veslovski, tu le connais, c'est un très gentil garçon, dit-elle, et un sourire malicieux vint sur ses lèvres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bizarre avec Lévin? Veslovski en a parlé à Alexis, mais nous n'en croyons pas un mot. Il est très gentil et naïf, dit-elle, avec le même sourire. Les hommes ont besoin de distraction, et Alexis ne peut se passer d'un public. C'est pourquoi je tiens à toute cette société. Il faut que notre existence soit gaie et animée, et qu'Alexis ne désire rien d'autre. Tu verras aussi notre intendant. C'est un Allemand. Un très brave homme qui connaît son affaire. Alexis l'apprécie beaucoup. Puis, il y a le docteur, et un jeune homme. Ce n'est pas qu'il soit tout à fait nihiliste, mais tu sais, il mange avec son couteau. Du reste, c'est un excellent médecin. Il y a l'architecte. Une petite cour. Chapitre 20. Eh bien, princesse, voici Dolly que vous désiriez tant voir, dit Anna, en arrivant avec Daria Alexandrovna sur la grande terrasse où, dans l'ombre, assise derrière un métier, la princesse Barbara brodait un fauteuil pour le comte Alexis Kirillovitch. Elle dit qu'elle ne veut rien prendre avant le dîner, mais faites-lui servir quelque chose. Je vais chercher Alexis et je vous les amène tous. La princesse Barbara accueillit Dolly d'un air gracieux et légèrement protecteur,
et commença aussitôt à lui expliquer qu'elle s'était installée chez Anna parce qu'elle avait toujours préféré celle-ci à sa sœur Catherine Pavlovna, qui avait élevé Anna, et que maintenant que tout le monde abandonnait Anna, elle estimait de son devoir de venir en aide dans cette période de transition particulièrement difficile. Lorsque son mari aura consenti au divorce, je retournerai dans ma solitude. Mais en ce moment, je peux lui être utile, et je remplis mon devoir, aussi pénible soit-il. Je ne fais pas comme les autres. Comme tu es gentil, comme tu as bien fait de venir. Ils vivent en parfait époux. C'est à Dieu qu'il appartient de les juger, non à nous. Est-ce que Berezovski et Madame Aveniev, et Nikandrov et Vassiliev, et la Mamonova, et Lise Neptunov, personne n'a jamais rien dit, et tout le monde a fini par les recevoir. Et puis, c'est un intérieur si joli, si comme il faut, tout à fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast, et puis on se sépare. Chacun fait ce qu'il veut jusqu'au dîner. On dîne à 7 heures. Tiva a très bien fait de t'envoyer. Il faut qu'il reste en bons termes avec eux. Tu sais que par sa mère et son frère, le comte peut tout faire. Ils font beaucoup de bien. Il ne t'a pas parlé de son hôpital ? Ce sera admirable. Tout vient de Paris. Leur conversation fut interrompue par Anna, qui avait trouvé les hommes dans le billard et revenait avec eux sur la terrasse. Il y avait encore beaucoup de temps jusqu'au dîner. La journée était magnifique. Aussi, proposa-t-on plusieurs moyens de passer les 2 heures qui restaient. Il y avait beaucoup de moyens de passer le temps à Vostvijenskoye, et tous fort différents de ceux qui étaient en usage à Pokrovskoye. Une partie de lawn tennis, offrit Veslovski en souriant de son beau sourire. Nous serons de nouveaux partenaires, Anna Arkadievna. Non, il fait trop chaud. Allons plutôt nous promener dans le jardin et faisons un tour en barque pour montrer le paysage à Daria Alexandrovna. Je consens à tout, dit Zviesky. Je crois que Dolly préférerait se promener, n'est-ce pas? Ensuite, nous irons en barque, dit Anna. Ainsi fut-il décidé. Veslovski et Touchkevitch partirent à la cabine de bain, en promettant de les attendre là-bas et de se préparer le bateau. Ils s'engagèrent 2 à 2 dans les sentiers, Anna avec Zviesky et Dolly avec Vronsky. Dolly était un peu intimidée par le milieu entièrement nouveau où elle se trouvait. Abstraitement, théoriquement, non seulement elle justifiait, mais elle approuvait la conduite d'Anna. Comme souvent les femmes irréprochables, lasses de la monotonie de leur existence vertueuse, non seulement elle excusait l'amour coupable, mais même l'enviait. De plus, elle aimait tendrement Anna. Mais la réalité, en la voyant dans ce milieu de gens qui lui étaient étrangers, avec ce bon ton, nouveau pour elle, Dolly se sentait mal à l'aise. Il lui était surtout désagréable de voir la princesse Barbara, qui pardonnait tout à ces gens pour les commodités qu'ils lui procuraient. Globalement, en principe, Dolly approuvait la conduite d'Anna, mais il lui était pénible de subir la présence de l'homme qui l'avait détourné du droit chemin. En outre, Vronsky ne lui avait jamais plu. Elle le jugeait très orgueilleux et ne voyait en lui, à part sa fortune, rien dont il pût tirer vanité. Mais, contre sa volonté, ici, chez lui, il lui en imposait plus qu'avant et elle se sentait gênée à ses côtés. Elle éprouvait devant lui un sentiment analogue à celui qu'elle avait ressenti devant la femme de chambre
à propos de sa camisole. De même que devant cette femme, elle s'était sentie, sinon honteuse, du moins confuse des reprises de son linge, de même devant lui, elle était continuellement, sinon honteuse, du moins confuse de sa personne. Dolly, décontenancée, cherchait un sujet de conversation, bien qu'elle estimât qu'avec son orgueil les compliments dussent être désagréables à Vronsky, elle lui dit néanmoins, ne sachant pas de quelle autre façon entamer l'entretien, qu'elle trouvait sa demeure fort belle. Oui, c'est une jolie construction dans le bon vieux style, dit-il. La cour d'honneur m'a beaucoup plu. Elle est ancienne? Oh non, dit-il, et son visage rayonna de plaisir. Si vous l'aviez vue au printemps. Et discrètement, au début, puis en s'animant de plus en plus, il attira l'attention de Dolly sur les différents embellissements apportés à la maison et au jardin. Il était visible qu'après avoir pris tant de peine à orner sa résidence, Vronsky éprouvait le besoin de s'en vanter devant leur nouvelle invitée et qu'il était ravi des compliments de Daria Alexandrovna. Si vous n'êtes pas fatigué, nous pouvons aller jeter un œil à l'hôpital. Ce n'est pas loin. Venez, dit-il, en la regardant en face pour se convaincre que cela ne l'ennuyait vraiment pas. Viens-tu, Anna? Ajouta-t-il. Oui, n'est-ce pas? Dit-elle en se tournant vers Zviaski. Mais il ne faut pas laisser le pauvre Veslovski et Touchkevitch se morfondre là dans le bateau. Il faut les faire prévenir. C'est un monument qu'il laissera ici, dit Anna en se tournant vers Dolly avec ce sourire entendu et rusé qu'elle avait déjà eu en lui parlant de l'hôpital. C'est vrai, c'est une œuvre capitale, dit Zviaski. Mais pour ne pas avoir l'air de flatter Vronsky, il ajouta aussitôt une remarque légèrement critique. Je m'étonne cependant, comte, que vous, qui faites tellement pour le peuple au point de vue sanitaire, vous soyez si indifférent à l'égard des écoles. C'est devenu tellement commun, les écoles, dit Vronsky. Et puis, je me suis laissé entraîner. Par ici, dit-il en se tournant vers Daria Alexandrovna et en montrant une allée latérale. Les dames ouvrirent leur ombrelle et s'engagèrent dans l'allée. Après plusieurs tournants, lorsqu'ils furent sortis par le guichet, Daria Alexandrovna vit devant elle, sur une éminence, une grande construction en briques rouges d'une architecture compliquée et déjà presque terminée. Le toit de tôle, qui n'avait pas encore été peint, lançait une lueur aveuglante sous le soleil. Non loin de ça, non loin de là, s'élevait une autre bâtisse, entourée d'échafaudages. Les ouvriers en tablier posaient des briques et étendaient dessus une couche de mortier qu'ils égalisaient à l'équerre. « Comme l'ouvrage avance rapidement chez vous, » dit Zviaski. « Quand je suis venu la dernière fois, il n'y avait pas encore de toit. Tout sera terminé pour l'automne. L'intérieur est presque achevé, » dit Anna. « Et ceci, c'est nouveau ? » « C'est le logement du médecin et la pharmacie, » répondit Vronsky, et, apercevant l'architecte qui venait au-devant de lui en paletot courte, il s'excusa auprès des dames et se porta à sa rencontre. Il fit un détour pour éviter la fosse où les ouvriers prenaient la chaux et rejoignit l'architecte, avec lequel il se mit à parler avec animation. « Le fronton est encore trop bas, » répondit-il à Anna qui lui demanda de quoi il s'agissait. « J'avais bien dit qu'il fallait surélever les fondations, » dit Anna. « Bien sûr, cela aurait été préférable, Anna Arkadievna, » dit l'architecte. « Mais maintenant, c'est trop tard. »« Oui, je m'y intéresse beaucoup, » répondit Anna à Zviaski, qui s'étonnait de ses connaissances en architecture. Il faut que le nouveau bâtiment soit en harmonie avec l'hôpital. Or, il a été conçu après coup,
et commencer sans plan. Après avoir terminé sa conversation avec l'architecte, Vronsky revint près des dames et les conduisit à l'extérieur de l'hôpital. La corniche extérieure n'était pas encore sculptée, et l'on peignait le rez-de-chaussée, mais le premier étage était presque terminé. Après avoir monté par un large escalier de fonte sur le palier, ils entrèrent dans la première grande pièce. Les murs étaient recouverts de stucs imitant le marbre. Les énormes fenêtres, d'un seul tenant, étaient déjà posées. Seul le parquet restait inachevé, et les menuisiers, qui rabotaient un carré de bois, arrêtèrent leur travail pour enlever les cordelettes qui leur retenaient les cheveux avant de saluer les visiteurs. « C'est la salle de réception, » dit Vronsky. « Il n'y aura ici qu'un pupitre, une table et une armoire. Venez par ici. N'approche pas de la fenêtre, » dit Anna en essayant la peinture du bout des doigts. « Alexis, la peinture est sèche, » ajouta-t-elle. De la salle de réception, ils passèrent dans le corridor. Ici, Vronsky leur montra un nouveau système de ventilation. Puis, il leur fit voir des baignoires de marbre, des lits avec des ressorts extraordinaires. Ensuite, il leur fit visiter l'une après l'autre toutes les pièces. La dépense, la lingerie, leur montra des poêles et des poêles d'un nouvel agencement, puis des brouettes qui ne faisaient aucun bruit, et beaucoup d'autres détails. Sviazhsky critiquait tout en homme, au fait des derniers perfectionnements. Dolly admirait simplement tout ce qu'elle n'avait pas vu jusqu'à présent et, désirant tout comprendre, posait des questions précises qui faisaient un plaisir évident à Vronsky. Oui, je pense que ce sera l'unique hôpital de Russie installé tout à fait rationnellement, dit Sviazhsky. N'aurez-vous point une salle d'accouchement ? S'enquit Dolly. C'est tellement utile à la campagne. Souvent Malgré sa courtoisie, Vronsky l'interrompit. Ce n'est pas une maternité, mais un hôpital où l'on soignera toutes les maladies, sauf les maladies contagieuses, dit-il. Tenez, regardez cela. Et il roula vers Daria Alexandrovna un fauteuil récemment commandé pour les convalescents. Voyez. Il s'assit dans le fauteuil et le mit en mouvement. Un malade qui ne peut pas marcher parce qu'il est encore trop faible ou qu'il souffre des jambes peut rouler là-dedans s'il a besoin d'air. Daria Alexandrovna s'intéressait à tout. Tout la ravissait, et particulièrement Vronsky, avec son enthousiasme candide. Oui, c'est un homme charmant et bon, se disait-elle de temps à autre, sans l'écouter, mais en le regardant, en s'efforçant de pénétrer son expression et en se reportant en pensée à Anna. Il lui plaisait tellement en montrant cette animation qu'elle comprenait qu'Anna ait pu s'éprendre de lui.